Un peu en avant. Étrange histoire que celle de la règle du jeu. La production démarre à l'automne 1938, mais la copie définitive ne verra le jour que 22 ans plus tard, en 1959. Ça m'amuse beaucoup de parler de la règle du jeu, parce que c'est évidemment, de tous les films que j'ai faits, celui qui a eu le plus gros insuccès. La règle du jeu à sa sortie a été une tape absolument magnifique. J'ai eu pas mal de tapes dans ma vie, mais une tape comme celle-là, je crois que je n'en ai jamais eu. En cette fin d'année 1938, Jean Renoir, âgé de 42 ans, vient de signer 3 de ses plus grands succès. La Grande Illusion, La Marseillaise et La Bête humaine. Sa position privilégiée lui permet de créer la nouvelle édition française, dont le premier projet est une transposition contemporaine des Caprices de Marianne. Plusieurs personnages nouveaux, dont ceux de Geneviève, Lisette, Schumacher et Marceau, sont créés afin d'alimenter une intrigue parallèle venant se greffer à la structure de base du texte de Musset. Seul subsiste, quasiment intact, sans changement de nom ni de caractère, le personnage d'Octave, interprété par Jean Renoir lui-même. Inspiré par une pièce romantique, a priori très éloignée de son univers, Jean Renoir, scénariste de la règle du jeu, rivalise avec la brillance des dialogues d'un Prévert, d'un Spaak ou d'un Janson. Sur ce canevas d'une grande souplesse, le fils d'Auguste Renoir va jongler avec brio entre les numéros d'acteurs et les prouesses de découpage. Quand ça a été un échec, comme on le sait, il a été très surpris. Ça lui a foutu un coup, mais incroyable. Il avait l'impression que ce film allait être très anodin, et bien pas du tout. Mais ça arrivait assez souvent à mon père, de croire certaines choses, de croire que les gens réagiraient à une chose qui était le contraire de la façon dont ils réagissaient. Cette fable, où l'amertume le dispute à l'ironie, doit aussi être vue comme l'occasion unique d'assister à l'épanouissement d'un comédien volubile, charmeur et roublard, Jean Renoir. Le père Poulain, dans Une partie de campagne, le braconnier Cabuche, de La Bête humaine, témoignait déjà du plaisir que prenait Renoir à passer devant sa caméra. Profondément affecté par les critiques qui frappèrent son film, et plus particulièrement le personnage d'Octave et l'interprétation qu'il en donna, Renoir ne devait plus jamais repasser devant sa caméra. J'étais au théâtre à Bobino, je jouais un sketch, Potin, Paquin et compagnie, et il est venu dans ma loge en me disant, voilà, j'ai un petit rôle pour Carrette et vous, probablement un jour ou deux de tournage, est-ce que ça... Quand j'ai vu Jean Renoir, je suis tombée en digue-digue, parce que évidemment je connaissais déjà beaucoup son œuvre, et je bégayais, si Jean Renoir qui se déplace pour venir me demander de tourner. L'amitié avec un homme? Ah, autant parler de la lune en plein midi. Croyez-moi, si vous le voulez, Robert, je tiens à vous. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou bien le résultat de l'habitude. Mais si vous me quittiez, je serais très malheureuse. Et je ne veux pas être malheureuse. C'est assommant, les gens sincères. Tu vois, 20 secondes. Moi, si je braconne, c'est pas par méchanceté. C'est pour nourrir ma vieille mère. Le marquis, il n'a pas de vieille mère. Moi, j'en ai pas de vieille mère! Un snob qui ne l'aime pas, qui la trompe! Bon, ben la Chenet, c'est peut-être un snob, mais lui, au moins, il a les pieds sur la terre. Une fois réuni le budget de 2 500 000 francs, une somme considérable pour l'époque, Renoir part pour la Sologne le 15 février 1939 avec toute son équipe. Il commence dans les environs de Brinon par la fameuse partie de chasse, un modèle de découpage et de précision.
J'aime beaucoup les écureuils. Oh, c'est très gentil, mais ça cause des dégâts. Alors nous voilà partis en Sologne, on m'a emmené. Le premier jour, on n'a rien fait. Le deuxième jour non plus. Et c'était très drôle parce qu'il pleuvait. Et on avait beaucoup d'extérieur, alors on ne pouvait pas tourner parce qu'il pleuvait. Alors on a attendu le beau temps, très utilement parce qu'on faisait toutes les auberges des alentours pour trouver des spécialités culinaires, parce que Jean aimait bien la bonne bouffe et il entraînait tout son petit monde avec lui. Tu vas me préparer de jolis œufs sur le plat, une grande tranche de jambon et un coup de vin blanc. Je meurs de faim. Mais vous allez engraisser? Ne t'en fais pas, Lisette, je me ferai une raison. La Chesnais, tout mété qu'il est, m'a fait appeler l'autre jour pour m'engueuler pour une salade de pommes de terre. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que pour que cette salade soit mangeable, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre lorsque celles-ci sont encore absolument bouillantes. Ce que Célestin n'avait pas fait parce qu'il n'aime pas se brûler les doigts. Eh bien, lui, le patron, il a reniflé ça tout de suite. Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde. Bloquée des jours entiers par le mauvais temps à l'auberge de Salbris, l'équipe fait la fête, mange et danse avec les filles et les gars du pays, entraînés par Gaston Modot, faux garde-chasse mais véritable roi de l'accordéon. Renoir ne s'adonne pas qu'au plaisir de la table. Il en profite pour retravailler son scénario. Le pli est pris et l'histoire ne cessera d'évoluer tout au long du tournage, les personnages des domestiques prenant notamment de plus en plus d'importance au fil des semaines. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille? Si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Et puis enfin, il fait beau. Premier jour de soleil, alors évidemment, tous les pays environnants venaient voir le tournage. Et pour ce faire, le premier jour de tournage, on a tourné des scènes de pluie avec tous les pompiers de la région pour leur envoyer les lances, parce que la vraie pluie au cinéma ne se voit pas. Et alors les gens étaient sidérés, parce qu'ils disent comment ils n'ont pas pu tourner parce qu'il pleuvait le premier jour de soleil. Ils tournent des scènes de pluie et ils vont chercher les pompiers. Les extérieurs du château du Marquis sont tournés au château de la Ferté-Saint-Aubin, près d'Orléans. Cette magnifique bâtisse, construite sous Louis XIII et Louis XIV, sa terrasse et le parc qui l'entoure stimulent l'inspiration de Renoir. Grisé par cette liberté de travail nouvelle pour lui, Renoir ne se rend pas compte que son budget est quasiment épuisé alors qu'il n'a mis en boîte que le tiers de son film. Son associé André Svoboda se rend précipitamment à Paris, où il est reçu par Jean Jay, directeur de la distribution chez Gaumont, qui n'a pas oublié la magnifique carrière de la bête humaine. Gaumont accordera à Renoir 2 millions de francs à titre d'avaloir distributeur, mais cette générosité a une contrepartie. L'équipe devra quitter début avril le château de la Ferté-Saint-Aubin et poursuivre le tournage au studio Pathé de Joinville. Tandis que Renoir filme les quelques scènes de l'appartement parisien de la Chesnais, Eugène Lourier reconstitue avec son jeune assistant Max Douy l'intérieur du château. Il sera le seul de ses collaborateurs français à le suivre à Hollywood, continuant à assister le patron jusqu'en 1950. Puis il entamera sa propre carrière de réalisateur, donnant au cinéma fantastique quelques-uns de ses plus beaux fleurons. Aucun plan d'intérieur n'ayant encore été tourné, il n'était pas nécessaire de respecter l'architecture et la décoration intérieure du château. Cependant, cette demeure ayant séduit Renoir, Lourier la reconstitue avec une grande précision. Il recrée ainsi de belles portes pleines, un véritable parquet, le carrelage en damier et les statues du couloir des chambres, sans avoir recours aux stucs et aux artifices habituels des studios. Il n'hésite pas à emprunter des accessoires magnifiques, des meubles de prix, de l'argenterie même de chez Christofle. Seule modification, mais lourde de sens, Lourier va multiplier par 2 ou 3 la proportion des pièces afin de faciliter les improvisations de la troupe et le déplacement des caméras.